Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre deuxième rendez-vous avec la 74e édition de Paris-Nice. Bienvenue dans le Loir-et-Cher qu'a si bien chanté le regretté Michel Delpech. Nous sommes ici à Vendôme sur la ligne d'arrivée de la première étape. Mais le Paris-Nice s'était lancé hier avec donc un prologue de 6 km 100 dans les rues de Conflans-Sainte-Honorine. Et avouons-le, une surprise, la victoire d'un sprinter, l'Australien Michael Matthews. Oui, Mathieu, c'est un garçon qui a énormément de talent, mais c'est avant tout un sprinter. C'était une surprise également pour lui-même, puisque c'était la première course de sa saison. Et il remporte la victoire dans un prologue, alors qu'habituellement, c'est plutôt au sprint qu'il domine. Garçon de talent qui a été champion du monde en 2010 chez lui en Australie, champion du monde chez les Espoirs. Sprinter, oui, l'an dernier sur le Paris-Nice, il avait remporté au sprint la troisième étape, celle qui arrivait à Saint-Pourçain sur Sioule. Et donc il retrouve un maillot jaune sur Paris-Nice qu'il a déjà porté. À noter, deux Français dans les 10 premiers, nos spécialistes du contre-la-montre, Sylvain Chavanel, et le champion de France en titre du contre-la-montre depuis juin dernier, Jérôme Coppel, troisième aussi dans cette spécialité des derniers championnats du monde aux États-Unis. Alors aujourd'hui, une première étape qui est partie tout à l'heure de Condé-sur-Vec, c'est-à-dire pas très loin de Dreux. Les coureurs sont passés pas très loin de Chartres pour vous donner une petite idée. Là, ils vont arriver du côté de Châtonnat avant donc l'arrivée ici à Vendôme. Les spécialistes, les habitués, quand on est au Café du Coin, on dit tiens, la première étape de Paris-Nice, forcément, ça va se terminer au sprint, d'autant qu'il y a beaucoup de très bons sprinteurs dans le peloton du jour, 175 coureurs au total, sauf que les organisateurs ont voulu innover, on cherche des idées, c'est ça le cyclisme moderne. Et ils ont trouvé des chemins de pierre calcaire. Et oui, les coureurs du Paris-Nice vont quitter l'asphalte quelques kilomètres, 4200 mètres de chemin de pierre calcaire sur ce final d'étape dans les 25 derniers kilomètres, 4 portions à franchir, donc 4200 mètres de danger où il peut tout arriver, des crevaisons, des chutes. Il y aura de la tension et ça peut être sélectif finalement. On aura peut-être un sprint mais d'un groupe réduit. Il ne fait pas chaud et il y a du vent, 3 quarts d'eau, ça va vite, à peu près 43 km/h de moyenne depuis le départ donné tout à l'heure à 11h54. On va donc tout de suite se dépêcher pour retrouver avec grand plaisir et les saluer, lui dire bonjour sur notre moto pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Cédric Vasseur, salut Cédric. Même si une petite accalmie est en train d'arriver sur la course, il y a un vent glacial, environ 2-3 degrés depuis que les coureurs ont quitté la ligne de départ, et puis surtout des giboulées de neige, des averses de pluie, donc les conditions météo ont été vraiment difficiles depuis le départ. Côté course, les 175 coureurs ont pris le départ à 11h45 de Condé sur Vègre, départ rapide. Nous avons retrouvé 4 coureurs en tête de course, 3 coureurs français qui composent cette échappée avec Thomas de Ghent, le mieux placé au classement général. Je vous les cite: Peric Kemener pour la formation Direct Energy, Steven Tronet, notre champion de France, Thierry Huppon pour la formation Delco Marseille-Provence, et je vous l'ai dit, Thomas de Ghent qui est le coureur le mieux placé au classement général. Ces hommes ont eu jusqu'à 10 minutes 25 d'avance et le peloton a décidé de réagir puisque cet écart est maintenant légèrement supérieur à 5 minutes. Voilà les hommes de tête et le peloton qui sont encore en Eure-et-Loire, mais dans quelques instants, peloton qui vient d'accélérer l'allure, l'écart 5,04, les hommes de tête qui vont bientôt rentrer donc dans le Loir-et-Cher, 3 départements aujourd'hui au programme de ces 198 km. C'est bien 198 km la longueur de cette première étape. Partie donc des Yvelines, Condé-sur-Vec, 7e fois consécutive que Paris-Nice part de ce département des Yvelines, Eure-et-Loire, Loir-et-Cher, avec un premier passage sur la ligne à Vendôme qui servira aussi de sprint intermédiaire. Le Loir-et-Cher, vous le découvrez, département bien sûr de châteaux, j'en citerai quelques-uns célèbres, Chambord, Blois, Cheverny aussi, 24 châteaux au total que vous pouvez visiter. C'est le 31e département français en superficie. Voilà les 4 hommes de tête, vous les découvrez bien sûr avec Steven Tronet, le champion de France. L'écart maximal avec le peloton a été de 10 minutes 25. Ils ont quasiment perdu un peu plus de la moitié donc de leur avance. Derrière, vous l'avez vu, ça va au galop ou presque. Vous avez reconnu donc Steven Tronet, c'est le plus facile à reconnaître avec son maillot de champion de France. Ensuite, vous avez Thierry Huppon avec un maillot que beaucoup vont découvrir, alors que là, nous sommes avec les coéquipiers du maillot jaune. Thierry Huppon, le coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence, équipe invitée sur ce Paris-Nice. Peric Kemener, on le connaît un petit peu plus, c'est un baroudeur. Vous le voyez ici en 4e position de ce quatuor en gros plan ici, avec ce nouveau maillot Direct Energy, mais à chaque
chaque fois qu'il le peut, il est dans une échappée, Peric Kemener. Et donc un homme que vous découvrez à droite de la route avec ce nouveau maillot Lotto Soudal, c'est Thomas de Gendt, le coureur originaire de Saint-Nicolas en Belgique et qui aime Paris-Nice, puisqu'on rappellera qu'il a déjà gagné 2 étapes. Il a même été leader du premier Paris-Nice, c'est-à-dire le premier jour. Pardon, Laurent, vous m'avez fait une petite parenthèse. Oui, simplement, on a eu un long instant la caméra posée sur la manche gauche de Peric Kemener, qui porte un brassard rouge. Un hommage à Romain Guyot, on en a un petit peu parlé hier lors du prologue. Ce garçon qui a perdu la vie dans un accident de la route à l'entraînement, c'était jeudi. Et donc, coureur du Vendée U, la réserve de l'équipe de Jean-René Bernaudot. Et on lui rend hommage aujourd'hui. Il y a eu une minute de silence d'ailleurs au départ ce matin de la part du peloton de Paris-Nice. Et donc Thomas de Gendt que vous voyez devant, c'est un amoureux de Paris-Nice. Il avait remporté la première étape en 2011. Il en avait donc été le premier leader, premier porteur du maillot jaune. Et puis l'année d'après, en 2012, vous vous souvenez certainement, c'était un samedi. L'arrivée à Nice et cette longue échappée sur la 7e étape qu'il avait remportée. C'est un spécialiste des échappées au long cours. Il l'avait fait d'ailleurs lors de sa 3e place au classement général final du Giro, après sa victoire au terme d'une très longue échappée en haut du célèbre Stelvio. Le Giro, c'est le Tour d'Italie. On a donc d'abord laissé cette échappée prendre du champ aujourd'hui, ce qui a mené un petit peu de tranquillité dans le peloton. Une fois l'échappée constituée, le peloton retrouve un petit peu de calme. On leur a laissé prendre l'avantage qu'on jugeait être maximal, c'est-à-dire 10 minutes 30, et ensuite l'équipe du maillot jaune, donc l'équipe Orca Green Edge, s'est mise en route pour essayer de réduire cet écart progressivement et trouver des alliés en cours de route. C'est ce qu'elle a réussi à faire avec la collaboration à présent de l'équipe Etix, donc l'équipe de Marcel Kittel, un des sprinteurs très en vue en ce début de saison et qui ne possède pas véritablement de leader pour le classement général, cette équipe Etix. Donc elle va très certainement aujourd'hui, demain, dans ces étapes plus accessibles, mettre tout en œuvre pour essayer de décrocher des victoires d'étape. Et tout le monde est dans le Loir-et-Cher. En tout cas sur les routes du Loir-et-Cher, 48 km au total donc à faire dans le Loir-et-Cher, enfin un petit peu plus. Voilà, la frontière se situe là, un petit peu dans cette forêt, avec le quatuor de tête. Thierry Huppon à droite de la route, Steven Tronet, ici en gros plan Peric Kemener et donc Thomas de Gendt. Le Calésien Steven Tronet, champion de France sur le circuit de Chantonnay. Le championnat de France, c'est toujours le dernier week-end du mois de juin, donc en juin 2015. Maillot qu'il va porter jusqu'au dernier week-end de juin 2016, jusqu'au championnat de France qui se disputeront à Vesoul. Il portait encore les couleurs de l'équipe Aubert 93, appelé donc cet hiver par Emmanuel Hubert, le manager général de l'ex-équipe Bretagne Séché Environnement, qui est donc devenue désormais l'équipe Fortunéo Vital Concept, une équipe qui a grandi, dirigée par un nom célèbre, Sébastien Hinault, avec Denis Leproux, une équipe ambitieuse autour sur ce Paris-Nice notamment de l'une des recrues phares de cette équipe, Chris Anker Sørensen, le Danois. Alors, Chris Anker Sørensen hier a peut-être eu un problème sur le prologue, en tout cas il a été crédité d'un temps plutôt, je dirais, médiocre, sans aucune méchanceté. 149e temps sur 175 participants, à 50 secondes de Michael Matthews. On peut dire qu'il est passé à côté de son prologue. S'il est le leader de l'équipe Vital Concept Fortunéo, il va falloir qu'il se ressaisisse quand la route va s'élever. C'est plutôt son terrain d'ailleurs. Des performances de certains coureurs hier, mais c'est écrit sur son vélo qu'il est champion de France, mais ça se voit surtout, grand respect de ce maillot bleu blanc rouge. Et donc on va regarder on va vous rappeler le classement général des 10 premiers, avec notamment des hommes forts pour eux. On parle du
résultat final du classement général final sur Nice, avec des hommes dangereux, en tout cas des hommes qui ont des ambitions. Je pense à Tom Dumoulin, qui bien sûr en spécialiste de contre-la-montre a surtout été déçu de ne pas l'emporter sur ces 6 km 100. Il était le grand favori en l'absence de Juan Denis. Il a été battu par l'adroit Michael Matthews, que vous apercevez un petit peu, son équipe roule en tête du peloton. On a vu aussi la bonne performance de l'Espagnol du Basque, Jon Izaguirre, et qui dans l'équipe Movistar, qui n'a perdu que 6 secondes. Lieu Vestra est là aussi. Lieu Vestra, on sait que c'est un homme de Paris-Nice, il a déjà terminé deuxième derrière Bradley Wiggins. On a aussi Geraint Thomas, bien sûr, dans l'équipe Sky, le Gallois, qui lui n'a perdu que 7 secondes. Après, il y a quelques coureurs qui ont perdu un petit peu plus de temps. Le tenant du titre, mais on le sait, peut-être un petit peu en dedans. Richie Porte, l'Australien, il a perdu 10 secondes hier. Tony Galopin, il est sur ses routes, parce qu'il est né, le parcours passe pas très loin d'où il est né. Tony Galopin a perdu 16 secondes. Alberto Contador, 16 secondes. Andrew Talansky, 18 secondes. Voilà, c'est simplement quelques références au classement général. On ne peut pas tirer de conclusion, bien évidemment, de ce prologue de 6 km 100. Alors, la question n'est pas de tirer des conclusions, mais Paris-Nice a commencé hier. Et sur 6 km, certains ont déjà quand même perdu pas mal de temps. Quand on vient avec des ambitions de faire un bon classement général, c'est embêtant. Un garçon comme Rui Costa a perdu 32 secondes. Romain Bardet, s'il a donné le meilleur de lui-même, a quand même perdu 25 secondes. Pierre Roland, 39 secondes. Simon Spillack, qui était 3e de Paris-Nice l'an dernier, lui a perdu 38 secondes. Voilà, ça fait beaucoup quand même sur 6 km. Ouais. Évidemment, il y a encore tellement de routes jusqu'à Nice, il y aura moyen de récupérer du temps, mais sur certains, ce ne sera pas si évident. Des garçons comme Geraint Thomas, comme Vestra, comme Richie Porte ont beaucoup mieux géré cette partie. Il leur était pas spécialement plus favorable, mais en tout cas, ils sortent avec un ascendant psychologique et surtout chronométrique. 175 coureurs au départ du prologue hier. Il manque un coureur, parce que ce sont des équipes de 8. Il manque donc Marcel Sieberg, le coureur allemand de l'équipe Lotto Soudal. Équipe qui est donc handicapée un peu sur ce Paris-Nice, autour de Tony Galopin, malade, victime d'un virus. Il y a quelques coureurs qui sont malades. Regardez une image. On s'est interrogé hier en direct. On connaît quand même les qualités de Philippe Gilbert. On sait que Paris-Nice est pour lui souvent un très bon terrain d'entraînement pour préparer les classiques qui arrivent, les classiques du mois d'avril. On sait bien sûr qu'il sera un homme fort sur la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège par exemple, mais pas seulement. Et hier on s'est étonné, on a vu Philippe Gilbert complètement en dedans, d'ailleurs le chrono le prouve, sur 6 km 100 il a perdu 1 minute 25, il termine 174e, avant-dernier, il y a quand même Leonardo Duque, le coureur colombien de l'équipe Delco Marseille qui termine derrière lui à 1 minute et 31 secondes. Alors on s'est posé la question, problème matériel ou problème de santé? La réponse tout de suite avec Cédric Vasseur qui est bien sûr allé aux nouvelles ce matin, Céd. Oui, et problème de santé pour l'ancien champion du monde Philippe Gilbert. C'est le médecin de la formation BMC qui lui a demandé de ne pas forcer. Il a des problèmes respiratoires et c'est vrai que les conditions météo en début de Paris-Nice sont relativement difficiles. Donc on a tout simplement demandé à Philippe Gilbert de ne pas forcer, de se réserver. Il faisait un petit peu d'aérosol. D'ailleurs hier soir il a posté une photo sur son compte Twitter en espérant tout simplement que les choses aillent mieux, et beaucoup mieux, parce que je n'ai pas beaucoup aperçu Philippe Gilbert depuis le début de la journée, et donc il ne traîne pas derrière dans le peloton, il est plutôt bien au chaud dans ce groupe, et je pense que Richie Porte notamment aura sûrement besoin de Philippe Gilbert tout au long de la semaine. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quand même assez logique quand on n'a pas la plénitude de ses moyens. Comment espérer un grand résultat quand on a des objectifs un peu plus lointains? Il ne faut pas non plus tout compromettre, alors qu'on ne peut pas espérer grand-chose dans l'étape du jour. Et même si l'image était un petit peu déroutante de voir Gilbert faire ce prologue en dedans, eh bien c'est compréhensible. Voilà, l'objectif étant très certainement pour lui de pouvoir rallier Nice, de faire des efforts cette semaine et de parfaire sa condition physique et d'arriver à se guérir. Avec ce froid, c'est pas si évident, surtout s'il y a des problèmes respiratoires. On imagine que les bronches sont touchées, donc voilà, il faut de la prudence évidemment et laisser passer les journées en espérant que les conditions météo s'améliorent quelque peu et que la condition également puisse s'améliorer. 53 km de l'arrivée à Vendôme. Travail efficace notamment des coéquipiers de Michael Matthews,
qui aimerait bien faire coup double aujourd'hui, hein. Ça peut lui convenir. C'est arrivé, il y a beaucoup de bons sprinteurs, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez vu 2 maillots distinctifs avec, alors qu'ici c'est Tom Slakter, le petit par la taille néerlandais. Toujours brillant lui aussi, hein, sur Paris-Nice, on l'a souvent vu très très bon de victoire d'étape. Voilà le premier maillot distinctif, Michael Matthews, le leader en maillot jaune. Comme il ne peut pas porter tous les maillots distinctifs, il ne porte pas le maillot vert du classement par points, porté donc aujourd'hui par le deuxième du classement général. Vous l'avez aperçu sur les épaules de Tom Dumoulin. Le classement par équipe hier a été remporté par l'équipe espagnole Movistar, et comme il n'y avait qu'une légère côte de 400 mètres, ce fameux sentier ou sente des laveuses, pour employer l'expression exacte, on y tient à Conflans-Sainte-Honorine et c'est bien normal. En tout cas, c'était très bien organisé ce grand départ de Paris-Nice. Eh bien, il n'y a pas de maillot de meilleur grimpeur, maillot de meilleur grimpeur qui sera attribué à partir de la semaine. Pas de côte aujourd'hui. Aujourd'hui, si, il y en avait une côte. Oui, au sommet du chemin de Pierre Calcaire, hein, le chemin de la côte du tertre de la Motte. Hein, il y aura un petit point de distribué. Voilà, c'est une côte de 3e catégorie. Il passait à 2 reprises et à chaque passage, eh bien, il y aura des points attribués pour le classement du grimpeur. Ça permettra d'avoir un nouveau maillot sur le podium, enfin un nouveau coureur, on va dire plutôt, puisque le maillot Matthews l'a enfilé hier, mais aujourd'hui, ce sera véritablement le meilleur grimpeur qui l'aura. Mais la montagne, puisque c'était, je pense, l'objet de votre question, Thierry, la montagne arrive un petit peu plus tard. Mercredi, avec le Montbrouilly, ce sera déjà un peu plus costaud. Et puis surtout, en fin de semaine, hein, vendredi, avec le Ventoux. Loin de l'arrivée, mais quand même, c'est le Ventoux jusqu'au Chalet Reynard. Les spécialistes connaissent bien. C'est la partie peut-être la plus difficile, hein, de l'ascension. Et ensuite, le week-end. Le week-end sera particulièrement accidenté. Il arrive au sommet samedi, à la Madone du Tel. Et puis dimanche, c'est les montagnes russes, hein, ça monte et ça descend. 134 km, mais de difficulté. Et le leader du classement général, Michael Matthews, prudent, les avant-bras sur le guidon pour mettre les gants qu'il n'avait pas pris au départ pour s'élancer ce matin. Oh, il avait dû chausser les gants longs. On l'a vu retirer son imperméable, comme beaucoup de coureurs le font actuellement. Le soleil, c'est vrai, est revenu sur la route, même si la température reste très très fraîche, à la voisine les 0. Mais il fait le choix maintenant, à 50 km de l'arrivée, de se mettre à l'aise pour pouvoir, lorsque la course va s'emballer, et lui, il va devoir rester absolument devant, pouvoir être donc plus à l'aise pour mieux respirer, mieux répondre aux accélérations s'il y en a. C'est toujours un compromis difficile à trouver, hein. On est tenté de rester bien au chaud, de garder une veste supplémentaire, hein. Mais effectivement, si le rythme s'accélère, et on peut prévoir que ce soit le cas dans le final, si le rythme s'accélère, on risque d'être en surchauffe parce qu'on aurait du mal à respirer. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir se découvrir, enlever des vêtements, enlever des couches. On a gardé, la plupart des coureurs ont gardé leur jambière. Cédric, fait vraiment pas chaud, hein, aujourd'hui, hein. On a eu un petit peu de neige tout à l'heure sur l'arrivée à Vendôme. Là, le soleil est de retour, la chaussée est sèche. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas chaud sur la route de Paris-Nice. Non, même si la température a légèrement augmenté, hein. Je vous parlais tout à l'heure de 2-3 degrés. Actuellement, il fait 8 degrés sur la route de Paris-Nice. Et c'est surtout l'apparition du soleil qui donne cette impression, pas de chaleur, mais de réchauffement léger. Mais vous avez raison, hein, beaucoup de coureurs ont encore préféré conserver les jambières. Pour beaucoup, on a encore des maillots manches longues, des coupes-vents. On attend encore probablement les 25-30 derniers kilomètres pour vraiment se dévêtir et surtout pouvoir se livrer bataille, parce que c'est vrai que le final aujourd'hui fait peur à beaucoup de coureurs. On est un petit peu dans l'inconnu, hein, franchement, sur une course par étape comme Paris-Nice. On n'a jamais vu des chemins de terre comme ceux proposés cette année par l'organisation. Donc il est fort à parier que dans les 10-15 prochains kilomètres, on assiste à un défilé de coureurs ici avec des jambières, des maillots pour vraiment livrer une belle bataille pour le final. Coureurs et peloton qui se dirigent vers la ville au clair. On est bien rentré dans le département du Loir-et-Cher. Direction, pour ceux qui connaissent bien la région, ce sera ensuite Danzé, Azé, Villiers-sur-Loire. Et donc dans un peu plus de 27 km, ce sera le premier rendez-vous
avec celui qui va devenir célèbre sur Paris-Nice en tout cas, le chemin de Tourteline. Et puis après ce sera l'entrée dans Vendôme, le chemin du Tertre de la Motte, le chemin du Tertre de la Motte situé à 18 km de l'arrivée, premier passage sur la ligne d'arrivée. À 9 km 500 ce sera le début du chemin de Tourteline pour la deuxième fois. On rappellera quand même que cette côte du chemin du Tertre de la Motte eh bien, se situe en son sommet à 3 km 500 seulement de l'arrivée. C'est pour vous dire que cette fin de première étape sera absolument, en tout cas, tout est fait pour que ce soit une arrivée passionnante. L'écart continue de diminuer. 3 minutes 46. Travail efficace des coéquipiers de Michael Matthews. Les Australiens aiment Paris-Nice. Hein. Vous savez que le tenant du titre est australien, Richie Porte, qui a gagné ici en 2013 et donc l'an dernier en 2015. Richie Porte qui avait été le premier Australien à s'imposer sur Paris-Nice. Créé, on le rappelle, en 1933. 3,46, 3,50 pour notre ardoisière. Pas sûr que ce soit notre ardoisière, si. Et donc pour les 4 hommes de tête, je vous les rappelle. Alors vous avez vu, hein, on parlait du maillot vert tout à l'heure, c'est le classement par points. Donc 2 sprints intermédiaires. Mais en plus du classement par points, ces sprints intermédiaires donnent des bonifications. 3 secondes à celui qui passe en premier, 2 secondes au deuxième et 1 seconde au troisième. Parce que sur Paris-Nice, il y a 2 sprints intermédiaires avec des bonifications et des bonifications aussi aux arrivées. Voilà, au total, ce sont 16 secondes qui sont distribuées au maximum. Mais on peut ramasser 16 secondes sur chaque étape. À partir d'aujourd'hui, donc, sur les 7 étapes de la semaine, toutes attribueront des bonifications. Il n'y en avait pas pour le prologue, évidemment, puisque c'est un contre-la-montre. Et le règlement ne le prévoit pas, mais sur ces étapes en ligne, eh bien, les bonifications sont en jeu et elles peuvent jouer un rôle déterminant pour le classement général. C'est toujours bon d'aller prendre quelques secondes quand elles se présentent. Évidemment, c'est pas obsessionnel, mais Paris, ça risque de se jouer à quelques secondes entre les meilleurs. Donc une bonification d'empocher, c'est toujours du temps de gagner sur les adversaires. Et le Belge Thomas de Ghent, ici, en 3e position du groupe, était le mieux classé au classement général. D'ailleurs, il est virtuel, maillot jaune, virtuel leader depuis bien longtemps. Et avec ses 3 secondes de bonification qu'il a pris tout à l'heure lors de ce sprint intermédiaire disputé à Bonneval, une ville qu'on connaît bien, notamment les espoirs quand ils disputent Paris-Tours, puisque leur départ se fait de Bonneval. Et donc Thomas de Ghent est à 34 secondes de Michael Matthews. Thomas de Ghent qui vient de prendre le relais du Quatuor. Alors je vous ai parlé de ses performances, de son amour pour Paris-Nice, il n'a plus gagné maintenant depuis mars 2013, Thomas de Ghent. Et surtout, eh bien, il a eu un début d'année 2016 compliqué. Alors vous avez fait malheureusement référence au décès du jeune coureur de l'équipe Vendée. Eh bien, Thomas de Ghent, lui aussi, alors que le groupe se casse en deux, là, le Quatuor se casse en deux, a été victime d'un accident de la route en février dernier, alors qu'ils étaient en Espagne à l'entraînement. C'était une sortie en compagnie d'un autre Belge, Gert Dox. C'était en Espagne et ils ont été percutés par une voiture qui a juste oublié de faire un stop. Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, les coureurs ont déjà payé un lourd tribut aux accidents de la route et on va vraiment tout au long des mois qui viennent insister sur la sécurité. D'ailleurs les coureurs ils sont sensibles. Écoutez le coureur français Arnaud Démare. Attention aux cyclistes. Même si vous n'êtes pas content, 2 de front, 3 de front, voilà, faites attention, c'est des vies qui sont en jeu. Voilà, je pense que faut, pour tout le monde, pour le monde du vélo, il faut faire attention. Et voilà, si je peux passer un message aux cyclistes de faire attention, mais surtout aux automobilistes. Merci. Oui, on s'associe totalement parce que là, ça fait beaucoup. 6 coureurs de l'équipe Jean Alpecin, dont Warren Barguil, ont été renversés par une voiture. Certains n'ont pas encore repris le vélo. Warren, oui, mais d'autres non. C'est traumatisant, c'est terrible. Et puis voilà, c'est tellement injuste de mourir à 23 ans on sera vraiment très vigilant et on va insister tout au long des différentes courses à venir sur France 3 sur la sécurité. Regardez. Malveillance? Non. Négligence.
Excusez-moi, je vous ai serré d'un peu trop près. Non, c'est pas grave. Faites attention la prochaine fois. Mais nous sommes rarement à pied sur la chaussée. La sécurité, c'est du concret. Respectons les distances de dépassement. Sur la route, ce n'est pas 1 contre 1. C'est toujours 1+1. Cyclistes, automobilistes, partageons la chaussée. Et grosse accélération en tête de peloton, Cédric Vasseur. Oui, confirmation, l'allure est en train de s'accélérer. D'ailleurs, les coureurs qui chassent ici dans les voitures à l'arrière ont du mal à réintégrer l'arrière du peloton. Tout simplement, hein, on est sorti d'une portion un peu boisée avec un vent légèrement latéral qui vient de la partie droite. Et puis voilà, ça a étiré un peu le peloton. Donc probablement que l'écart qui sépare les hommes de tête de ce peloton va fondre rapidement. Et nous approchons aussi tout doucement du circuit final. Et Nicolas Roche, il était chez lui, hein. Il est né à Conflans-Sainte-Honorine hier, il était chez lui. Il a fait le prologue avec le sourire, sa grand-mère dans la voiture, ça a été pour lui un vrai plaisir. J'ai pas aperçu papa, mais il ne devait pas être loin, Stéphane Roche. Et donc c'est Nicolas Roche qui emmène l'équipe Sky, dont le leader sur ce Paris-Nice est Geraint Thomas. C'est le peloton hein, qui est à 48 km de l'arrivée. 3,29. L'écart continue de diminuer de façon assez régulière avec le quatuor de tête. La traversée de la ville au clair. Et un peloton déjà très étiré, déjà tendu. Hein. Il y a deux équipes qui mènent la danse. Là, c'est les Sky et les Tinkoff. C'est-à-dire les coéquipiers de Geraint Thomas qu'on aperçoit en 3e position, le gallois, et les coéquipiers d'Alberto Contador aussi, et un autre maillot jaune vient un petit peu se mêler à la lutte. Là c'est vrai que c'est pas simple hein, entre les teams Lotto Jumbo qui sont un peu plus loin, les Tinkoff, pas facile de reconnaître le maillot jaune de leader finalement. Ça se mélange un petit peu mais c'est pas grave, on est vigilant. Ouais, ça accélère vraiment hein, l'allure en tête de peloton, là, rythme imprimé, Cédric Vasseur qui met un petit peu tout le monde, en tout cas qui étire très sérieusement le peloton dans cette sortie de traversée de la ville au clair. Oui, peloton en file indienne et surtout des coureurs, je vous le disais, en difficulté dans les voitures parce que ce sont des coureurs qui sont redescendus à la hauteur de leur voiture pour enlever un maillot. Ils ont d'ailleurs pas mal de difficultés à se débarrasser de leur maillot supplémentaire et donc une petite cassure qui se fait ici à l'arrière du peloton. Peloton en file indienne et c'est sans surprise que les coureurs de la formation Sky et les équipiers d'Alberto Contador sont peut-être tout simplement en train de durcir cette course, de la rendre difficile pour éviter d'être surpris au moment d'arriver sur les chemins de terre. Peloton, toujours est-il, bien étiré avec un vent latéral de la droite. Attention de ne pas se faire piéger par une bordure. Oui, pour l'instant, le peloton est bien en file. Hein. Il s'étire, mais... Attention, il y a un petit trou là en queue de peloton. Hein. Je pense que le vent n'est pas suffisamment violent aujourd'hui. Pour l'instant, il faut voir qui traîne au fond de la classe, hein, au fond du peloton. Là, ça devient dangereux. Mais pour tous les autres et ceux qui sont restés à l'avant, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de gros dangers. On ouvre intelligemment, on ouvre ici l'éventail pour permettre à tous ceux qui viennent derrière de pouvoir se mettre à l'abri et prendre les relais. C'est la meilleure façon d'ailleurs de pouvoir rester au contact. Même si on perd quelques mètres sur le moment, eh bien, on peut s'organiser et garder en ligne de mire le peloton qui commence à... Voilà, mais vous voyez, il n'y a pas d'organisation, donc on referme l'éventail. Cassure quand même en tête de peloton, attention, là on va surveiller parce qu'il y a un petit groupe de 30 coureurs qui est en train de sortir. La cassure se fait, regardez, ça s'agite là, au milieu, notamment les Tinkoff, donc on peut imaginer qu'Alberto Contador est peut-être dans la deuxième partie. Tout petit éventail qui sont en train de se former, le premier, le deuxième, ça s'agite. Je pense que Contador est devant, hein. Contador, à mon avis, est dans le premier groupe. Michael Matthews très vigilant. Oui, on l'aperçoit là, Alberto Contador. Geraint Thomas est là aussi. Le maillot jaune, bien sûr, Michael Matthews, vous l'avez dit Thierry. Ouais, il y a 25 coureurs. Hein. Petit trou qui se fait tout doucement. C'est une concentration de tous les instants qu'il faut avoir. Hein. Dans un final d'étape, il faut essayer de garder sa place à l'avant. Un moment d'inattention, un moment de déconcentration, on traîne un petit peu au milieu du peloton, voire en queue, et sur une accélération une seule, on se retrouve distancé. Et là, c'est irrémédiable, hein. On ne peut pas, à moins de faire arrêter toute l'équipe, ce qui arrive parfois pour vous aider à reprendre votre place dans le peloton. Et ça n'arrive pas toujours d'ailleurs, hein. Donc il vaut mieux être bien placé. Ça va revenir, il y a un petit groupe qui... En tout cas, il y a un coureur de l'équipe Trek là qui est très fort. Je ne sais pas qui rentre à droite de la route là dans le groupe, mais il est très très fort. Tom Dumoulin est là, Michael Matthews est là.
Voilà, Arnaud Desmar est en train de revenir avec Arthur Vichot aussi. Les coureurs de l'équipe de la FDJ sont là, ont été vigilants, un peu surpris, le trou s'est fait, mais voilà, c'est en train de se reformer. Il y a une grosse cassure dans le peloton, mais les principaux favoris de ce Paris-Nice ont l'air là. Il va y avoir des dégâts. On va faire un petit tour du côté de Cédric Vasseur juste après la page de pub. Autant pour lui, ça lui laisse le temps de ramasser un petit peu et de voir qui est là, qui a été piégé aujourd'hui. On va faire l'inventaire de tout ça. C'est une... Wally piégé. Ouais, exact. Effectivement, c'est le Loir-et-Cher. En tout cas, ces routes ici ne le réussissent pas parce que sur le Paris Tour de octobre 2015, s'était fait piéger dès le départ. Bon, on va faire le tri de tout cela. C'est une étape passionnante. Elle s'annonçait passionnante. Elle va être tout à fait passionnante dans son final, avec notamment ces chemins de pierre calcaire. On va suivre tout ça. On tourne une page de pub et on vient bien sûr sur la route de Paris-Nice. Alors où es-tu? Tu as le poisson? Non, je l'attends toujours. Mais nos invités arrivent. Tout va bien, on a un four Siemens. Siemens présente son nouveau four VarioSpeed. Une nouvelle technologie pour une cuisson 2 fois plus rapide. Siemens, le futur s'installe chez vous. Voici l'histoire de Laura, Laurent et Michel. Ils avaient des kilos en trop et ne souriaient pas beaucoup. Et puis, il y a eu l'effet comme j'aime. J'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Je faisais 141 kilos, maintenant j'en fais 99. 4 mois, 13 kilos. Et maintenant, il sourit à la vie. Testez une semaine sans payer. En plus, le suivi du coach est gratuit et la livraison est gratuite. Alors testez une semaine sans payer. Appelez le 0800 03 03 03 et perdez vite vos premiers kilos. 0800 03 03 03. Comme j'aime, souriez à la vie. S'en vont vers Vendôme dans 38 km 800 pour les 4 hommes de tête. En tout cas, c'est la distance qui sépare le quatuor de l'arrivée ici à Vendôme. Il y aura un premier passage sur ce qui sera la ligne d'arrivée ici dans Vendôme. Aujourd'hui, la particularité de cette première étape, ce sont des chemins de pierre calcaire, une découverte. Il y a devant Thomas De Gendt, le Belge, et 3 coureurs français. Péric Quémeneur, le coureur de l'équipe Direct Énergie, Thierry Huppon pour l'équipe Delco Marseille-Provence, et donc le champion de France Steven Tronet pour l'équipe Fortunéo Vital Concept. À 2 minutes 12, la tête d'un peloton qui s'est étiré. On a eu quelques cassures. Évidemment, on est dans le Loir-et-Cher qui est très plat. Il y a des grandes plaines, un tout petit peu de vent. Et notamment sous l'impulsion de l'équipe Sky ici, eh bien, on a aperçu avec Luc Rove ici, eh bien, on a vu que le peloton s'était cassé, Laurent Jalabert, en plusieurs morceaux. Hein. Ouais, une sacrée cassure ici, un groupe d'une quarantaine de concurrents, on va dire, avec tous ceux qui ont su être bien placés, vigilants au moment de l'accélération. Voilà, Romain Bardet là, le leader du classement général, Michael Matthews. On a aperçu Contador. Alors je disais tout à l'heure, juste avant la publicité, il est là, Alberto, hein, avec le maillot Tinkoff, que Nasser Bouhanni était piégé, il n'en est rien. En fait, il est en tête de ce groupe. Hein. On n'a pas encore eu l'occasion de le voir, mais il est là-bas sur la droite, Bouhanni. Voilà, il y a Cyril Lemoine qui est juste devant le premier maillot Cofidis et un peu plus petit là, à gauche de la route maintenant ici. Voilà, le maillot rouge, c'est Nasser Bouhanni, c'est la bonne nouvelle. Il me semble qu'Arnaud Desmar est là aussi avec l'équipe de la FDJ. Il y a beaucoup de coureurs de la FDJ qui sont rentrés dans ce peloton. Les coureurs de l'équipe Etix autour de Marcel Kittel. Voilà ce groupe d'une quarantaine de coureurs qui vient donc de se former après cette grosse accélération menée par les coéquipiers de Geraint Thomas, le leader gallois de ce team Sky, avec notamment Nicolas Roche tout à l'heure, Luc Rove. Voici la réorganisation, Rui Costa. Ouais, là je pense que c'est le groupe des piégés, hein, il me semble. On va attendre que le champ s'élargisse, mais... Voilà, donc voilà, ça c'est le groupe des piégés, c'est une évidence vu la grosseur du groupe. Et ça remonte vite aussi. Et derrière, on doit avoir derrière ce groupe, s'il a été autorisé à dépasser, parce que dans des cassures, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est une évidence, surtout sur une moto. Protection des coureurs et puis respect du règlement de la course. Et donc, on va retrouver Cédric Vasseur derrière un gros peloton. Il y a quand même une grosse cassure. 175 coureurs, il y en a 4 devant et il y a un groupe de 40. Ça fait plus d'une centaine de coureurs piégés quand même. Hein.
Oui, effectivement, plus d'une centaine de coureurs piégés qui occupent la quasi-totalité de la route. Et puis surtout, un groupe d'une quarantaine, vous l'avez dit, qui ne fait que prendre du terrain justement à ce peloton. J'ai bien l'impression que la course est en train de basculer. Toujours est-il qu'il n'y a pas une réelle volonté de s'organiser au sein de ce groupe que je suis ici. Et il y a au moins, j'ai envie de vous dire qu'il y a au moins 30 secondes déjà qui séparent le premier peloton du deuxième peloton. Avec a priori, je ne pense pas qu'un coureur placé pour le classement général soit piégé parce que je vous le dis, il n'y a pas une vraie organisation et l'allure surtout dans ce groupe n'est pas vraiment bon signe pour un retour. Je pense que ces hommes ne reverront jamais les 40 coureurs qui viennent de partir. Alors, Rui Costa qui avait fait un prologue moyen hier est piégé, 88e du prologue, Rui Costa 32 secondes. Philippe Gilbert ici avec le Gilbert, on sait qu'il est malade. Costa 3. qui rappelle à l'ordre un petit peu ses coéquipiers. Il faut les rouler devant les gars, je suis piégé, bah oui. Ouais, piégé ici aussi Vicente Reines pour l'équipe YAM, 3 coureurs de l'équipe Katusha. On rappelle quand même qu'elle a... Ça veut dire Katusha que Spilak est derrière. On le voit d'ailleurs ici, Simon Spilak. Ah ouais, tout de suite a été efficace, la tape sur les fesses. Luka Pibernik, le Slovène, le coéquipier de Rui Costa, il a pris, alors c'est un groupe de 50, il a pris la chasse derrière ce groupe de, je dirais 50 coureurs. Alors je me demande, est-ce que c'est Richie? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul coureur d'équipe BMC. C'est difficile de se rendre compte parce que beaucoup de coureurs ont encore un maillot long, on est imperméable pour certains et c'est vrai que c'est pas toujours la même couleur que l'équipe. Et devant en tête de peloton, on s'amuse pas avec les Sky. Oula, non, là ça roule. Là ça roule. Ah ouais, il doit manquer quelques coureurs. Je pense que je serais pas. Alors bon. Je m'interroge sur la présence ou pas de Ion Izagirre, le 5e du prologue d'hier, qui est un des favoris pour moi dans ce Paris-Nice. S'est-il fait piéger? Moi je cherche Richie Porte. Je suis sûr qu'il n'y a qu'un seul coureur de l'équipe BMC. Je l'ai vu souvent piégé. Alors c'était sur le Tour d'Oman, c'était un peu différent, mais on a senti que le Richie Porte du début d'année 2016 n'est pas celui de 2015 quand il a gagné Paris-Nice l'an dernier. Alors il était bien en janvier, puis en février était moins. Il y a Nicolas Roche qui est là, Michael Matthews en personne, le leader du classement général, excusez du peu, le maillot jaune qui lance la poursuite. Alors tout ça est complètement défavorable bien sûr au quatuor de tête. Vous voyez, l'écart n'est plus que de 1 minute 34 avec le quatuor de tête. Donc on a 4 hommes. Bon, on va demander à Jean-Maurice de jongler un petit peu s'il peut. On va vous refaire un point sur la course parce qu'évidemment une partie de Paris se joue déjà aujourd'hui. On va vraiment regarder Cédric, ça c'est un boulot qui n'est pas facile, mais dès qu'il va être dans le groupe, à hauteur du groupe, Cédric va essayer de voir s'il manque un coureur qui avait l'ambition de gagner le Paris-Nice 2016. Alors on va demander à Jean-Maurice de nous montrer d'abord, de vous remontrer les 4 hommes de tête, le quatuor de tête, le voilà, emmené par le champion de France. Belle image, Steven Tronet, le coureur de l'équipe Fortuneo Concept Vital, ancien vainqueur, le Calésien qui a porté les couleurs de Roubaix, d'Aubert, vainqueur de la Ronde de l'Oise, et puis l'an dernier surtout d'une prestigieuse étape sur la route du Sud, en forme au mois de juin, et derrière il a gagné le championnat de France. Il porte donc pendant un an ce maillot. Il a gagné Paris 3 aussi, Steven Tronet. Juste ici c'est Thomas de Gent, le coureur belge, le seul étranger de ce quatuor, coureur belge de l'équipe Lotto Soudal depuis l'an dernier, 3e du Tour d'Italie en 2012 on le rappelle, et qui a déjà gagné 2 victoires d'étape sur ce Paris-Nice. Voilà, et puis il y avait Peric Kemener et Thierry Huppon dont on reparlera plus tard. Et voilà donc le groupe de 50, ça c'est le groupe, il est là, Richie Porte. Richie Porte est là. Izagirre aussi, me semble-t-il, je l'ai aperçu. J'avais vu un BMC. Dumoulin est là. Et c'est lui. Tom Dumoulin est là, on l'avait vu. J'ai pas vu Jérôme Coppel, qui était 10e hier du prologue. En revanche, Sylvain Chavanel était bien dans ce premier groupe. Cédric, est-ce que vous, en revanche, alors ça c'est donc le groupe de chasse derrière le quatuor, c'est la tête du peloton, mais c'est un petit peloton. Est-ce que Jérôme Coppel, qui avait fait un bon prologue hier, a été piégé? Et j'ai une mauvaise nouvelle, oui, Jérôme Coppel est dans un 3e groupe que nous suivons actuellement, c'est-à-dire qu'il est loin, il est très loin de la tête de course. Jérôme Coppel, il s'est fait piéger avec environ 25 coureurs. Dans ce groupe figure également Lars Boom, Churuka pour la formation Rika Green Edge, mais Jérôme Coppel malheureusement va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Il est seul de la formation IAM Cycling ici dans ce groupe. Il a été piégé sur ce coup de bordure malheureusement.
Lars Boom, c'est une information pour la victoire d'étape aujourd'hui. Il était parmi ceux qu'on pouvait citer. On sait qu'il est très à l'aise sur le Paris-Roubaix, très à l'aise sur les pavés. On l'avait vu tellement brillant sur l'étape du Tour de France qui empruntait les pavés de Paris-Roubaix. Et Lars Boom pouvait être cité parmi ceux qui pouvaient espérer aujourd'hui, pourquoi pas, une victoire d'étape. Mais le scénario s'écrit différemment. On a aperçu Romain Bardet avec à ses côtés Michael Scherel. Voilà, on va essayer de découvrir un petit peu ceux qui sont ici. L'équipe Etix avec au moins 5 coureurs. Avec Tom Bonnen ici. Oui, Bonnen, Kittel. L'équipe Etix Quick-Step est quand même bien organisée. Pour l'instant, ne s'affole pas. On reste à l'avant. On a vu le maillot jaune tout à l'heure tourner, prendre des relais. Il possède moins de coéquipiers qu'en début d'étape, forcément, puisqu'ils ont beaucoup roulé sur l'accélération des Sky. Il y a quelques kilomètres déjà, ils ont été un peu débordés. Et donc pour lui, la meilleure solution, c'est peut-être effectivement de passer. Ça permet de rester devant, on ne sait jamais. Si on change encore de direction, eh bien au moins il est positionné dans les premières places. Et puis surtout, n'ayant pas beaucoup de coéquipiers autour de lui maintenant, il ne faut pas qu'il lui arrive le moindre pépin, sinon il se retrouve tout seul dans la campagne. Côté français, l'autre bonne nouvelle, Nasser Bouhanni est là. Alors il y a beaucoup de coureurs de la FDJ aussi. Oui, il y a G2R également bien représenté avec Bardet, avec Michael Scherel. Et l'écart diminue, il commence presque à les apercevoir. 45 secondes à 30 km de l'arrivée. On ne se fait guère plus d'illusions pour le quatuor de tête qui aura donc animé cette étape, cette première étape. Mais il y a tellement de choses, ces chemins que certains vont découvrir, que beaucoup vont découvrir. Forcément, cela anime cette fin de première étape de Paris-Nice. Enlevée. On est loin des scénarios habituels. C'est l'objectif aussi des organisateurs, de trouver des petites astuces, de trouver des routes différentes, sans non plus que ce soit complètement inconscient ou même dangereux pour les coureurs. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des organisateurs qui sont prêts à tout. Non, on ne fait pas n'importe quoi. Mais voilà, on essaye de trouver des choses qui peuvent modifier les scénarios habituels d'une course cycliste. Et là, c'est en train de se modifier. Alors, à n'en pas douter, ce sont ces chemins. Alors le vent d'abord, la plaine aussi, la configuration du Loir-et-Cher, mais les chemins qui vont arriver, que beaucoup n'ont vu qu'en vidéo, et bien forcément certaines équipes ont décidé d'accélérer, certaines équipes veulent que le peloton soit un peu moins important sur ces chemins de pierre calcaire qu'ils vont découvrir dans une dizaine de kilomètres. Et bien vous allez la découvrir maintenant, tout de suite. C'est une exclusivité qu'on vous propose, regardez. Voilà, une caméra embarquée donc sur le vélo d'un coureur à l'entraînement. Ouais, c'est Jérémy Roy qui est sur le vélo, coureur de la FDJ, qui n'est pas aujourd'hui sur le Paris-Nice. On doit ça à Kinomap.com, une entreprise installée du côté de Douai, qui essaye de proposer des programmes diversifiés pour ceux qui font du home trainer, notamment, pour que vous ayez un paysage, que ce soit moins lancinant dans la maison, et puis qui ont donc décidé de proposer ça à Maurice Sport Organisation, et chaque directeur sportif possède ces images et beaucoup s'en sont servis. Alors il n'y a pas de gros problème en apparence, si ce n'est que voilà, c'est un chemin de gravier, on pourrait dire. Ce sont des pierres calcaires, puisque l'appellation est celle-ci. Mais ce sont des chemins où il y a des graviers, où il y a un petit peu d'eau, voilà, c'est un petit peu boueux légèrement, mais c'est rectiligne, donc a priori pas de gros danger, si ce n'est que voilà, il faut être chanceux, il ne faut pas être victime de crevaison. Le danger se situe plutôt en amont, lorsque le peloton accélère pour se positionner à l'entrée, un petit peu comme c'est le cas sur les secteurs pavés de Paris-Roubaix, mais c'est beaucoup moins problématique qu'un secteur pavé. Il n'y a pas de trou, enfin voilà, c'est quand même... voilà. On change de revêtement, mais c'est pas non plus n'importe quoi. On n'est pas dans la folie, faire passer les coureurs n'importe où et de mettre leur vie en danger. Voilà donc ce peloton à 30 secondes des 4 hommes de tête. Avec ici, c'est Luc Hérault pour l'équipe Sky. Un petit quatuor qui accélère la tête du peloton. Alors peloton dans lequel, côté français,
J'ai vu Tony Galopin, pas de souci. Ici, on a aperçu Cyril Lemoine, mais son pote Nasser Bouhanni est là aussi. Romain Bardet avec Michael Chérel. Alors, j'ai pas encore réussi à voir quels étaient les coureurs de la FDJ. Tom Bonnen ici pour l'équipe Etix. Alors, chez Direct Energy, voilà le leader du classement général. Michael Matthews qui a pas l'air d'avoir quand même beaucoup de coéquipiers autour de lui. Hein. Juste à côté, c'était Wouter Wippert, le coureur néerlandais de l'équipe Cannondale. Côté Sky, on a Geraint Thomas, Sergio Henao, on a Jan Stannard aussi qui est là. Côté français, Sylvain Chavanel, on l'a dit, est là pour Direct Energy. Je voudrais bien voir si Adrien Petit est là pour l'équipe Direct Energy. Parce que c'est un sprinter et c'est surtout quelqu'un qui passe assez bien les pavés, ce genre de choses. Il n'y a pas de pavés, ouais, c'est des graviers. Des graviers, pardon, les pierres. Enfin, des chemins qui passent bien dans les chemins. Il y a l'expression dans le cyclisme, rouler dans la caillasse. Quand les coureurs sont en serre-fil comme ça, quand ils sont au bout de la ligne, lorsqu'il y a notamment du vent de travers et que les ventailles se forment, bien le dernier, on dit souvent qu'il roule dans la caillasse, il roule dans le bas-côté. Et là, on s'expose au risque de crevaison notamment. Donc, tous ont eu cette habitude-là, tous ont été confrontés à un moment ou à un autre, et même parfois très souvent, à rouler dans la caillasse. Donc voilà, utiliser un chemin de terre ou un chemin avec des graviers, c'est pas non plus un gros problème. On craint surtout, je pense, la crevaison, le mauvais placement à l'entrée, une chute qui scinderait le peloton ou le groupe en plusieurs parties et qui ferait perdre du temps à certains. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on craint. Vous avez vu l'écart, 26 secondes entre le quatuor qu'on vient de quitter et le peloton maillot jaune, maillot vert, le groupe de 50. Et il y a plus de 40 secondes d'écart entre le groupe de 50 et le reste du peloton. Ça, c'est le groupe de 50, ici avec Michael Chérel à droite, Tony Galopin avec le dossard 41. Richie Porte. Tout seul, hein. Ah ouais, il y avait 4 coureurs de l'équipe. Il n'y a personne. Hein. Ah ouais, ça. Il y en a tout seul de son équipe, ouais. Abandonné aujourd'hui. Bah, c'est déjà bien qu'il soit là, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. J'étais pas parié forcément que c'était Richie Porte, mais si. Ah, vous voyez l'écart vu d'hélicoptère entre le quatuor, Thomas de Ghent, le coureur belge de l'équipe Lotto, Steven Tronel, champion de France, et puis donc Peric Kemener, le breton de Landerneau, baroudeur, hein, qui aime ses échappées, mais aujourd'hui le scénario ne leur a pas été favorable. On sait que pour ces échappées au long cours, c'est toujours le peloton qui décide. 31 ans, hein, Peric Kemener, comme Thierry Hupon aussi, vous l'avez aperçu avec le maillot de l'équipe Delco Marseille-Provence, lui qui a fait toute sa carrière chez Shimano, hein, donc évidemment l'an dernier il portait les couleurs de l'équipe Giantalpecin, et puis cette année il a rejoint cette équipe Delco Marseille-Provence. Et le deuxième peloton se rapproche. Voilà, ce sera peut-être un coup pour rien, alors qu'on se rapproche également de l'entrée sur ce chemin de pierre calcaire. Le deuxième peloton s'est organisé sous l'impulsion des coureurs de Katusha, me semble-t-il, et est en train de se rapprocher. Il pourrait même opérer la jonction. Ouais, si en tête ça n'accélère pas à nouveau, eh bien ils vont pouvoir revenir. Ah, c'est-à-dire que dans les rangs de l'équipe, en dehors de Simon Spilac, le leader, hein, pour le classement général, il y a quand même un certain Alexander Christophe. Hein. Donc il est en forme, hein, je peux vous le dire. Bah, surtout s'il est derrière, en fait, il ne peut plus rien espérer. Donc ça a dû chauffer dans les oreillettes. Oui. Parce que alors un sprint massif avec tout le monde, on ne l'envisage pas, mais bon, tu peux quand même avoir un groupe assez important pour un sprint. On va forcément regarder les sprinteurs, et je vous l'ai dit, ils sont nombreux. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais bon. Voilà, je regarde un peu là sur Cyril Lemoine est là, bon, Nasser Bouhanni vient le protéger, c'est bien ça. Esprit d'équipe très, très au point dans cette équipe Cofidis. 22 secondes pour Thomas de Ghent, Peric Kemener, Thierry Hupon et donc le champion de France Steven Tronel qui tire la langue. Zone de tri sélectif. Les papiers dans une poubelle et les bidons dans l'autre. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Oui, c'est simplement une zone où les coureurs peuvent se délester éventuellement de ce qui les dérange, des déchets qui seront ensuite ramassés par l'organisation. Voilà, on évite de polluer. Un petit point avec Cédric. Cédric, vous êtes derrière le troisième groupe. Hein. On a le quatuor, le groupe de 50 maillots jaunes, et puis ceux qui tentent de revenir, ceux qui ont été lâchés dans cette accélération des Sky. Vous êtes derrière celui-là. Hein.
Oui, tout à fait. Derrière le troisième groupe avec notamment Philippe Gilbert, Thomas Veuclair qui ferme la marche de ce groupe. Et une mauvaise nouvelle puisque tout à l'heure Alexis Goujard qui faisait partie de ce groupe a été victime d'un petit coup de bordure. Il était en dernière position, mal placé à la relance et il a été décramponné de ce groupe qui aperçoit tout doucement les 40 devant et qui passe actuellement sous le panneau arrivé 25 km. Le regroupement est peut-être possible. Il reste encore une vingtaine de secondes à boucher. Alors c'est pas arrivé 10 km, hein, attention, hein, ce panneau servira tout à l'heure parce que là on est rentré dans le circuit en fait. Oui voilà, c'est ça, ils viennent d'entrer dans le circuit. À 24 km de l'arrivée, ils vont entrer sur le circuit, c'est-à-dire qu'ils vont repasser tout à l'heure, après être passés sur la ligne, ils vont repasser à cet endroit aussi. Et là il y aura plus que 10 km. Voilà. Non mais je pense à nos téléspectateurs qui parfois prennent les choses en route. Voilà, on est là pour vous expliquer, on est là pour vous faire vibrer. On est là pour vous faire passer un excellent après-midi avec un sport magnifique qu'est le cyclisme. Avec 2 virages sur la gauche, les coureurs aborderont donc ce premier chemin de pierre calcaire. Le chemin de Tourteline, 1350 mètres de long. Et ça commence d'ailleurs à s'exciter à nouveau, hein. On accélère du côté du Team Sky pour essayer de placer notamment Geraint Thomas en de bonnes dispositions à l'entrée de ce secteur. Ouais, tout le monde s'excite un peu. Hein. Il y en a un qui aurait aimé, c'est Fabian Cancellara. D'ailleurs, il vient de s'imposer sur une course où il y avait des pierres calcaires ce week-end. Hein. Oui, les Strade Bianche. Et voici l'entrée. Il y a une très belle double page aujourd'hui dans le journal L'Équipe consacrée à une interview vérité de Fabian Cancellara. On approche du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix. Et donc il a bien confirmé qu'il allait acheter un vélo électrique. Mais quand il sera en retraite. Donc à la fin de saison parce qu'il n'ira pas au-delà du mois d'octobre 2016. À lire. Et voilà donc ces fameux chemins. On est entré dans le chemin de Tourteline, 1350 mètres. Et le quatuor se casse en deux. Thomas De Gendt qui emmène dans sa roue Thierry Huppon. Thierry Huppon qui se souviendra de sa dernière belle victoire. C'était une épreuve que j'aime beaucoup. Les 4 jours de Dunkerque. Et en 2014, il avait gagné à Lick, une étape difficile. Et c'est encore les Sky qui vissent. Avec Yann Stannard en deuxième position, Nicolas Roche. Voilà, un duo de tête désormais. Ils étaient 4, ils ne sont plus que 2. Thomas De Gendt, Thierry Huppon qui viennent donc de lâcher, Peric Kemener et le champion de France Steven Tronet que voici. Et la tête du groupe de 50, groupe maillot jaune, groupe maillot vert avec les Sky toujours. Gros travail de Yann Stannard ici avec l'équipe Trek aussi. Et un bon boulot de l'équipe Direct Énergie en tête de ce peloton. Peloton de 50 et juste derrière donc la cassure qui s'est faite. Leonardo Douquet là pour l'équipe Delco Marseille-Provence. Et donc Peric Kemener, Steven Tronet rejoint par le train des Sky. Yann Stannard avec son style caractéristique. Alors, on sait que c'est un garçon qui aime le Tour des Flandres, qui aime Paris-Roubaix. Alors c'est pas Paris-Roubaix, c'est pas des pavés, c'est un chemin un peu humide. Humide et surtout voilà, les roues s'enfoncent quelque peu. Le rendement est tout à fait différent de celui qu'ils ont connu jusque-là sur la route. Et forcément, on a l'impression d'être scotché, d'être collé, j'allais dire au bitume, mais non, mais d'être collé à cette terre qui est un petit peu mouillée. Pour l'instant, pas de chute, pas de crevaison à déplorer. Voilà, c'est un passage difficile, on va dire. Et le suivant, tout à l'heure, le chemin suivant, donc, qui sera plus proche, ce chemin du tertre de la Motte, lui, est plus court, mais est en montée. Ce sera encore autre chose. Et regardez le groupe de 50, un groupe maillot jaune à la sortie de ce chemin de Tourteline. C'est très étiré, limite de cassure encore. Ça c'est la tête de course, les 2 hommes de tête, Thomas De Gendt, Thierry Huppon. On se retourne parce que derrière il y a une moto, mais il y a surtout les motos Sky qui arrivent. Et Thierry, il neige sur la ligne. Ouais, il neigouille. Il neige. Il neigouille.
On aura tout aujourd'hui, on aura tout. Cédric, votre impression sur ce chemin de Tourteline alors que les deux hommes de tête, la jonction se fait. Un problème roue avant, je crois. Je pense qu'il a crevé. Ouais, peut-être une crevaison de Thomas Degaine qui insiste, mais bon, ça va pas durer longtemps. 20 km de l'arrivée, on va avoir une jonction et un groupe d'une cinquantaine de coureurs en tête. Votre impression sur ce chemin de Tourteline? Eh bien, chemin de Tourteline difficile, hein, relativement humide avec des porties sablonneuses et pas mal de crevaisons de la part de coureurs dans ce groupe. Et puis surtout un vent latéral venant de la partie gauche. Et donc au deuxième passage, vous imaginez que des coureurs peuvent en profiter pour justement essayer de filer. C'est un chemin qu'il va falloir vraiment avoir à l'œil au deuxième passage, puisque nous trouvons quand même encore relativement de l'arrivée, mais même si beaucoup d'équipes ont opté pour une section de pneumatiques de 26 mm, c'est-à-dire qu'on a pratiquement des pneumatiques aussi larges que sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, il y a quand même 5-6 coureurs qui ont été victimes de crevaisons ici sur ce secteur. Bon, au passage, je n'avais pas repéré Bon, vous nous avez parlé d'Alexis Goujard, vous nous avez parlé de Jérôme Coppel qui ne sont pas dans le groupe de tête, pas d'autres noms importants intéressés par le classement final. Non, pour l'instant, non. Nous sommes en train de remonter les groupes parce que le groupe de 80 coureurs a explosé en plusieurs parties. Thomas Vauclair qui se trouve ici dans un 5 ou 6e groupe, mais pour l'instant, pas de coureurs placés au classement général de Piégé. Alors je pense quand même que chez les Katusha, il doit y avoir quand même Alexander Christophe, parce que je ne le vois pas à l'avant. Je pense que s'il y a un sprinter, ça c'est plus pour la victoire d'étape que le classement, mais parmi les grands sprinters, j'ai l'impression qu'Alexander Christophe n'est pas là. Oui, nous remontons tout doucement, Thierry. Pour l'instant, je n'arrive pas à la hauteur de la tête de ce groupe qui aperçoit, qui revient tout doucement sur la première bordure. Donc c'est encore possible, mais c'est vrai que ça roule relativement vite derrière ce groupe qui perd des unités les uns après les autres. Mais pour l'instant, pas de possibilité d'identifier la présence ou pas d'Alexander Christophe. De toute façon, ça va aller vite fait parce que je crois qu'il n'y a pas de Katusha devant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul Katusha. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Voilà. Non, j'en vois pas non plus. Je peux simplement vous dire que Nicolas Roche est en train de perdre le contact aussi de ce gros du peloton. Mais voilà, c'est la seule information que je puisse vous donner pour le moment. Donc l'entrée dans Vendôme, avec bientôt le premier passage sur la ligne. Ah oui, d'abord il faut monter le chemin du Tertre de la Motte. Oui, bien sûr. Ils ne vont pas passer à côté. Et voici Adrien Petit. Avec Sylvain Chavanel. Ça ne m'étonne pas que les deux soient là. C'est le groupe de tête, c'est la tête de course ici. Ouais, Adrien Petit qui a gagné 3 étapes sur... 3 étapes et le classement général sur la Tropicale à Missa Bongo au Gabon. Au Gabon, ouais. Qui était chez Cofidis l'an dernier, qui a changé. Là, voilà, il a gagné plus en une semaine que sur le reste de sa carrière en 3 années. Vice-champion du monde espoir, lui aussi, derrière son pote. Il avait servi de rampe de lancement à Arnaud Desmar. C'était à Copenhague. Et voilà le fameux chemin. D'habitude, pour aller à Vendôme, vous allez tout droit. Là, vous tournez à droite. À droite, et puis ils vont grimper un petit peu. Il y aura un virage sur la gauche et ils vont entamer donc. Il n'y a pas de Katusha. Moi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils sont pas là. Accélération. Luc Perrichon. Ouais, pour l'équipe Fortuneo Vital Concept. Et ça bouge là en tête dans ce. Il y en a quelques-uns qui ont repéré, parce que il y a un point à prendre pour le maillot du meilleur grimpeur, mais bon, c'est un terrain favorable. Allez, bien Pierre-Luc Perrichon, très bien, ils sont bien là les coureurs français aujourd'hui dans cette étape encore. Angelo Tulik pour l'équipe Direct Energy qui change de rythme à son tour. Voilà, on sent bien dans ce peloton de tête que pour l'instant ça lève le pied, ça accélère lorsqu'il y a un passage délicat à franchir et puis ensuite on en garde un peu sous la pédale et c'est peut-être le bon moment pour essayer de prendre un peu du champ. Ouais, Angelo il s'est retourné. Ouais, vachon. Après, c'est pas des pavés, mais face à... Vous allez rentrer boueux, c'est un peu cyclocross quand même cette affaire, parce que regardez comment ils sont boueux les garçons. Ah, mauvaise nouvelle, une chute à l'arrière du peloton. Du deuxième peloton, Cédric. Oui, chute de Cyril
Oui, exactement. Chute de Cyril Lemoine dans ce virage à épingle, vous savez, pour aborder la difficulté. Il y a eu un petit accrochage. Alors, il est rapidement reparti, mais il a perdu contact et il risque de perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Là, voilà la côte du chemin du Tertre de la Motte. On était dans le chemin et là, on attaque la côte. Ça grimpote quand même. Hein. Là, ça fait mal. Hein. Ça fait plus de 170 km. D'ailleurs, Steven Tronek était devant. Lâché dans cette côte du Tertre de la Motte. Et là on est avec la tête. Yann Stannard qui fait un boulot énorme. Et ici Pierre-Luc Périchon. Bien quand ça monte, Pierre-Luc, coureur de l'équipe Fortunéo Vital Concept. Je crois que c'est lui. Oui, si, c'est lui. Derrière, ça revient avec, je pense, dans l'équipe Canon Dell. Je pense que c'est Tom Yeltos-Lacter. Ça fait mal, hein. Je vous annonce que ça fait mal quand même. Hein. Alors, regardez comment ce groupe s'est étiré, éparpillé même. Ça s'éparpille sérieusement. Et il y a une crevaison ici. Ah, c'est Thomas De Gendt, je crois bien qu'il vient de crever. C'est Florian Bachon là ici hein, qui assiste. À la sortie de ce chemin, on va retrouver quelque chose d'un petit peu plus habituel pour les coureurs. Un petit trou qui s'est fait. On remarque que le final est quand même très tortueux. Hein. Il y a ces chemins qui sont délicats à négocier, mais il y a également à la suite pas mal de virages serrés, des bandes blanches à couper. Et on va repasser. La chaussée est légèrement humide. Ouais, c'est Périchon. Ouais, c'était bien. Et la chaussée est légèrement humide et surtout les pneumatiques sont quand même rempli de boue hein, à la sortie des chemins, donc il faut être prudent. Le symbole de Vendôme. Cette ville de 17 000 habitants où rentrent les coureurs de Paris-Nice pour un final qui s'annonce passionnant parce qu'on va repasser au même endroit. Il y en a quelques-uns qui vont avoir des idées. On est dans le berceau ici hein, de la dynastie des Bourbons de Vendôme qui a quand même donné 7 rois à la France. C'est pas rien. Cette porte caractéristique de cette très belle ville. Hein, c'est avec le Loir qui traverse, évidemment, c'est très joli. C'est franchement, ça vaut un petit week-end. Alors on est à 15 km, hein, c'est 2 km tout à l'heure. Il y a des coureurs qui aiment beaucoup qu'il y ait un tour comme ça pour repérer. Oui, ça permet de prendre la mesure des difficultés et de savoir à quel moment il faut vraiment fournir l'effort. Alors Pierre-Luc Périchon, lui, a choisi l'option d'anticiper. Il est encore lucide, hein, puisqu'on le voit s'alimenter ici, qu'il sait que 15 km, c'est pas grand-chose, mais enfin, au rythme où il est, l'effort est maximal et il va falloir toute l'énergie possible, donc assez intelligemment. Donc, il met la main à la poche, il s'alimente. Derrière, il y a un petit moment de flottement, ça lui profite pour l'instant. Ouais, ça discute hein, du côté des Sky. Ouais, une petite discussion avec Geraint Thomas, avec Yann Stannard, avec Luc Rove. Pour l'instant, le boulot, c'est Luc Rove avec les Sky. Hein. Voilà, on tourne à gauche ici. Le centre-ville, c'est à droite en passant le pont. La rue piétonne, c'est à droite. Cédric, une crevaison, mauvais moment, Frank Schleck. Oui, beaucoup de coureurs victimes de crevaison et Frank Schleck qui est ici dépanné par un coéquipier mais qui malheureusement va repartir presque 40 à 50 secondes après les gros favoris, donc il risque de perdre gros et tout simplement risque de perdre une place sur ce Paris-Nice. C'est un secteur relativement difficile, hein. C'est un circuit quand même
très exigeant qu'ont proposé les organisateurs avec ces deux chemins de terre. C'est sinueux, c'est technique et je peux vous assurer que rien ne garantit une arrivée au sprint aujourd'hui. Oui, il y a une jonction qui est imminente entre le premier groupe qui s'est constitué sur l'accélération tout à l'heure dans le banc et le groupe de poursuivants qui les aperçoit maintenant, qui les emprunte de mire et qui est sur le point d'opérer la jonction. Non, ça n'est pas l'arrivée d'un cyclocross, mesdames et messieurs, c'est bien l'arrivée de la première étape de Paris-Nice, un premier passage sur la ligne d'arrivée ici à Vendôme, voilà, comme on dirait dernier tour, et donc la cloche est de sortie. Pierre-Luc Perrichon, le coureur de Bourg-en-Bresse est là. Coureur qu'on avait souvent vu dans les échappées. Il y a des bonifications, attention, oui. Perrichon a pris 3 secondes et Michael Matthews fait l'effort. Il y a Alberto Contador, il y va aussi avec Geraint Thomas. C'est Geraint Thomas qui fait l'opération et qui prend 1 seconde. Donc 3 secondes pour Pierre-Luc Perrichon, 2 pour Michael Matthews qui accroît son avance sur tout le monde et 1 seconde de bonification pour Geraint Thomas. Les coureurs de l'équipe Astana font l'effort pour revenir. Vestra, il était piégé, il est là, Vestra, au milieu de ce groupe. Il y avait quelques gros coureurs de piégés, donc forcément on a travaillé. Vestra, c'était le 6e du prologue hier. C'est un garçon qui a déjà terminé seconde de Paris-Nice et qui vient pour gagner cette année, il l'a annoncé. Je vous confirme, c'est tout à fait ça. Ah, ça donne des images inhabituelles sur un Paris-Nice. Et toujours donc Pierre-Luc Perrichon. Je vous le disais, on l'a souvent vu dans les échappées l'an dernier. Belle image, tiens. Je laisse en profiter. Et voilà la lutte au bonif. Ah, il va vite quand même, Michael Matthews. Si sprint on devait avoir, il va vite. Oui, mais je pense que lui, il est dans une autre logique. Là, pour l'instant, il a le maillot jaune sur le dos. Il se dit, ces 2 secondes-là, elles me tendent de les bras. Je ne vais pas les laisser passer, alors que Frank Schleck passe seulement sur la ligne après sa crevaison. Il ne faut pas oublier que dans ce groupe de tête, des garçons comme Kittel, Desmar, Bouhanni sont là. On n'a pas parlé de Greppel. On ne sait pas trop où il est, mais il est peut-être là aussi. On n'a pas fait attention. Donc il y a quand même du gros calibre en matière de sprint. Et eux, lorsque ce sera le prochain passage, ils ne vont pas rester dans les roues, ils vont sortir du rang pour faire le sprint. Thomas Veuclair qui passe sur la ligne aussi. Avec du retard parmi ceux qui ont été piégés aujourd'hui. On se retourne beaucoup. Pierre-Luc Perrichon qui a son palmarès gagné le Grand Prix de Blangy en 2009. Il a commencé par ça. Il a gagné les boucles de l'Artois en 2011. Paris-Camembert, c'est une bonne référence en 2012. Il a gagné sur le Tour de Bretagne en 2013. Ses principaux succès. Je rappelle donc qu'il y avait un 2e sprint intermédiaire à bonification. Et Michael Matthews a fait l'effort pour conserver d'abord son maillot jaune de leader et puis pour conforter un peu sa place de leader. Voilà, c'est dans la logique d'un leader qui est un sprinter. Qui d'ailleurs peut envisager une 2e victoire d'étape consécutive aujourd'hui. Il faudra d'abord revenir sur Pierre-Luc Perrichon, 18 secondes à 11 km, c'est pas beaucoup. Cédric, vous avez vu tout le monde revenir, manque personne à l'appel parmi les... On va parler de sprinter maintenant parce qu'il va y avoir un sprint, alors avec moins de monde, mais il va y avoir un sprint. On peut imaginer, quoique, on ne sait jamais, avec cette petite côte là qui fait mal. Oui, regroupement général et vous allez peut-être l'apercevoir à la caméra. Alexander Christophe qui ferme la marche et qui a un problème de dérailleur. Vous voyez qu'avec son pied droit, il tape sur son dérailleur. Alexander Christophe n'a pas de coéquipier à s'écouter. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il appelle sa voiture de direction sportive. Malheureusement, elle n'a peut-être pas encore réintégré la file des directeurs sportifs. Mais il est bien présent. Et regardez, il se retourne, il appelle désespérément son équipe. J'ai l'impression qu'il a un problème de dérailleur. Peut-être aussi un problème de jambe parce qu'il n'était pas dans la première bande tout à l'heure. Mais c'est pas bon signe pour le coureur norvégien de la Katusha. Il y a peut-être un gravier qui est resté coincé dans les roulettes du dérailleur. Enfin, il y a quelque chose qui le dérange en tout cas, c'est vrai. Mais vous avez raison de le souligner, Cédric. Un sprinter est beaucoup plus apte que quiconque à rester à l'avant de la course. On voit ici le moment où il essaie de débloquer quelque chose dans son dérailleur. Alors à coup de pied, bien sûr, c'est pas la meilleure méthode, mais quand on est en train de rouler, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que Christophe piégé dans une bordure, c'est pas normal. Donc on peut supposer que soit il y a eu un moment d'inattention, il s'était arrêté ou il était allé
à hauteur de sa voiture, poser un vêtement, pourquoi pas. Soit les jambes ne sont pas non plus au top aujourd'hui. Et on va retrouver le petit panneau dont on parlait tout à l'heure, celui qui indique arriver 10 km. Il est là-bas, juste à droite. 10 km, 10 secondes. Malheureusement, ça va être compliqué pour Pierre-Luc Périchon. Et voilà, faute de changer de dérailleur, on va changer le vélo, c'est ça Cédric? Tout à fait, Alexander Christophe s'est arrêté, on vient de lui tendre un nouveau vélo. Malheureusement, vous savez, nous sommes à 10 km précisément de l'arrivée. Ça va être difficile pour le coureur de réintégrer la tête, enfin réintégrer le groupe, c'est peut-être possible, mais cet effort risque de lui être évidemment préjudiciable. Changement de vélo pour Christophe. Et Pierre-Luc Périchon rejoint par la tête du peloton, et c'est un coéquipier de Michael Matthews qui fait le travail, mais il y a l'équipe d'Eric Energy. Elle est un petit peu, il y a pas mal de coureurs de cette équipe qui a envie peut-être bien de jouer le coup pour Sylvain Chavanel. Ouais, puis il y a la FDJ de l'autre côté de la route également pour Arthur Bichot et Arnaud Desmar. L'équipe ETX pour Marcel Kittel. C'est Bonnen qui fait le travail. Attention, parce qu'il y a des bordures de trottoir là, ça sert quand même pas mal, donc ça demande de freiner un petit peu. Angelo Tulic qui tente d'organiser l'équipe Direct Energy. C'est pas mal tout ça. Alors, Romain Bardet bien au chaud, Tony Galopin bien au chaud. C'est pas du chauvinisme, c'est juste que l'on regarde nos coureurs français dont on sait qu'on peut attendre beaucoup d'eux cette saison encore. On a déjà beaucoup vu, mais là cette saison on peut rêver de vraies victoires. Du coup c'est les Sky qui vont réorganiser pour Geraint Thomas. L'entrée donc sur ce chemin de Tourteline. Et Michael Matthews très vigilant, fait l'effort juste avant le virage sur la gauche et l'entrée dans ce nouveau passage du chemin de Tourteline pour se glisser dans la roue des 4 coureurs du Team Sky. Voilà, il a bien vu tout à l'heure que ce sont eux qui ont accéléré le rythme ici même, et il se dit il faut que je reste là derrière eux. Adrien Petit, au cas où, qui a mis son clignotant pour doubler, c'est bien. Allez. Sylvain Chavanel qui arrive. Adrien Petit, il se positionne, alors il passe devant et il se positionne sur le côté droit en espérant qu'on vienne le dépasser, et comme ça il pourra se mettre à nouveau dans les roues, mais bien positionné devant. Accélération de nouveau de Luke Rove. Yann Stannard à droite de la route. Et Chavanel va tenter quelque chose, parce qu'on sent bien que Adrien Petit et Angelo Tulic se sacrifient, ils prennent du vent pour essayer de mettre dans de bonnes dispositions Sylvain Chavanel. Sylvain, même s'il a une pointe de vitesse intéressante, avec les sprinteurs encore présents dans ce groupe, c'est pas une victoire assurée, donc on peut imaginer qu'il tente quelque chose dans les derniers kilomètres. Crevaison ici pour le dossard 65. Alors donc c'est Daryl Impey, le sud-africain de l'équipe Orica Green Edge. Tiens, un Bram Tanking aussi. Steven Tronet en panne. Et lui il est crevé, c'est Steven Tronet. C'est pas le vélo, c'est lui. Et il était dans l'échappée du jour. Sylvain Chavanel, c'est une histoire d'amour avec Paris-Nice. Il est là, regardez, avec ses lunettes jaunes, Sylvain Chavanel en 5e position. Il aime cette course de Paris-Nice parce que c'est une course de mouvement. On l'écoute. Paris-Nice, c'est une course où il y a pas mal de mouvements. Chaque jour, c'est difficile. Ceux qui font le classement général peuvent perdre chaque jour le classement. Bien. Après, j'espère faire une course de mouvement, plus en fin de semaine, mais je pense que les sensations sont très bonnes. Et j'espère qu'on me verra d'ici la fin de la semaine. L'alliance avec Vauclair, elle se passe comment? J'ai lu des choses et de belles choses là-dessus. Oui, vous avez bien lu alors. Non, ça se passe super bien. Et on voit par le début de saison que l'équipe fait. On est dans une spirale, une bonne spirale, et j'espère qu'on verra du Direct Energy cette semaine, et puis pourquoi pas de continuer par des victoires. On en voit à l'image d'Angelo Tulic ici à droite de la route à côté de Luke Rove, le Britannique de l'équipe Sky. Et on est sorti, fait pas chaud mais on est sorti, on a mis les moufles, on a mis les anoraks, fait pas chaud mais il y a du spectacle, et c'est vrai que c'est un spectacle gratuit qui en plus passe devant chez vous. Ça c'est quand même quelque chose de sympa. Philippe Gilbert ici en queue de malade hier, malade aujourd'hui aussi, mais un petit peu moins. En tout cas s'accroche. Il a du métier, de l'expérience, et sur ce type de parcours, ça suffit pour qu'il soit au contact du groupe de tête. Michael Matthews en 7-8e position, un petit peu plus, 10e position. Vigilant. Luke Rove, Yann Stannard ici. Toujours les mêmes devant. Adrien Petit là qu'on aperçoit.
Tommy Slater qui est là avec au milieu des 3 Cannondale, c'est le plus petit, c'est pas difficile de le reconnaître. Michael Matthews à droite de la route qui est vraiment vigilant. Hein. Bon, on peut pas dire qu'il est très aidé par ses coéquipiers. Hein, parce que les maillots verts, c'est ceux de l'équipe Cannondale. Hein. Puis il y a Tom Dumoulin en plus. Bon, il y en a quelques-uns de coéquipiers, Michael Matthews, dans ce groupe, mais faut pas oublier que depuis le départ de l'étape, derrière les 4 coureurs échappés qui ont pris 10 minutes 25 d'avance, il a bien fallu qu'une équipe s'y colle. Hein. Ce sont les coéquipiers du maillot jaune qui ont fait l'essentiel du travail. Donc on peut comprendre que maintenant, ils sont un petit peu émoussés. Et Angelo Tolik prend les responsabilités de mener le peloton. Un travail pour Sylvain Chavanel, on l'a dit. Tout le monde s'est un peu réorganisé. Michael Matthews ici. Lieu Vestra là-bas avec le maillot bleu ciel Astana. Alberto Contador en danseuse. Juste à droite de la route, Alberto. Voilà, du côté des les Sky durcissent un petit peu là. Hein. On accélère le rythme. Beaucoup, et surtout, on ferme l'éventail. On essaie de mettre tout le monde dans le vent. Voilà, essayer d'user un petit peu l'adversaire. C'est reparti. Une bagarre à 6 km de l'arrivée. C'est vrai qu'on approche maintenant de l'entrée sur d'abord le chemin du Tertre de la Motte, enchaîné avec la côte du chemin. À la sortie, restera 3 km 500. Vous voyez, ça a servi hein, de repérer. Ouais, je ne serais pas surpris que Geraint Thomas tente quelque chose aussi hein, dans cette dernière difficulté. Michael Matthews, il pense comme vous parce qu'il s'est mis dans la route Geraint Thomas, le maillot jaune. J'ai aperçu Arnaud Desmar. Oula, derrière, ça frotte. Est-ce que Alexander Christophe est revenu dans le peloton après son changement de vélo? Et non, toujours pas Thierry, il est en train de chasser, il a quelques mètres derrière, il n'est toujours pas rentré, Alexander Christophe. C'est Tim Wellens qui est en train de faire la jonction actuellement, hein, qui a été aussi victime d'une crevaison et lui il vient de rentrer. Alexander Christophe est une 50aine de mètres derrière, malheureusement il n'arrive pas à rentrer. Tout seul? Oui, et puis s'il rentre... Il est seul, il est seul. Ah, vous n'allez peut-être pas tarder, ça y est, un gros effort d'Alexander Christophe. Allez, il lui reste une 20aine de mètres, il va faire juste la jonction avant de passer sous le panneau de 5 km. Ouais, mais c'est aussi le pied de la bosse. Ah, crevaison d'accord de l'équipe Direct Énergie qui change de vélo. C'est Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel. Ça, c'est la poisse. C'est la poisse. Il va perdre du temps pour le coup. Parce que là, 5 km pour revenir... et puis bon, pour attaquer, ça va pas être évident. Hein. Non, c'est possible. Dommage. Oui, on disait d'Alexander Christophe qu'il va rentrer au moment où les coureurs vont aborder une dernière fois le chemin du Tertre de la Motte, hein, celui qui grimpe. Et Sylvain Chavanel crève à son tour. Là, voici ce virage et le début de l'ascension. Donc, c'est vraiment pas le bon moment pour crever. C'est jamais le bon moment, mais là. Voilà, le début de ce chemin du Tertre de la Motte. Avec les coureurs de l'équipe Cofidis autour de Nasser Bouhanni. Hein. On n'a pas beaucoup parlé là depuis un moment de Nasser, mais bon, il est bien entouré. Hein. Il y a Cyril Lemoine, il y a Arnaud Jansson, il y a Geoffrey Soupe. Il y a moyen d'arriver peut-être à s'extirper de ce peloton, mais il faut faire l'effort de suite. Sylvain Chavanel en train de revenir. Il a dû changer de vélo, Sylvain, en train de revenir là dans le début de ce chemin du Tertre de la Motte. On est à un peu plus de 4 km de l'arrivée. Il y en a quelques-uns qui en ont fini avec le boulot de coéquipier, qui vont laisser filer ceux qui veulent s'expliquer. Et la bagarre va arriver. Regardez, il est en forme, hein. Il est en super forme. Il a affûté le Sylvain. C'est impressionnant. Mais bon, voilà, il est en train de revenir. Profite un petit peu de la voiture neutre. Il est revenu vite. Hein. Il va rentrer, mais heureusement pour lui, il n'y a pas eu d'accélération dans cette partie difficile. Ça lui a permis de faire la jonction assez rapidement, mais aussi parce qu'il a... Vous l'avez très justement souligné, il a l'air d'avoir de très bonnes sensations. Il a du tonus. J'ai reconnu la barbe de Simon Geschke. Et là, avec le sourire. Et là, Sylvain, un petit peu le besoin après ces gros efforts de récupérer. Voilà. Alors là, il faut recentrer les objectifs. Hein. Tout à l'heure, c'était peut-être d'attaquer. Maintenant, ce sera simplement de ne plus perdre de temps. Voilà, on entre dans le chemin du Tertre de la Motte. C'était l'approche avant. Là, c'est vraiment le chemin maintenant avec cette petite côte. Et il attaque d'un coureur de Movistar à l'avant. Sylvain Chavanel vient de rentrer dans le groupe. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça part dans tous les sens. C'est parti, ça bouge dans tous les sens avec Michael Matthews. Grosse accélération d'un coureur de l'équipe Lotto Soudal. Bien que ça fait mal ici, hein. Revient. Geraint Thomas qui revient.
On dirait Tony Galopin quand même. Hein. Alors entre la boue, la grimace, c'est difficile à dire. Ouais, c'est possible. Il y a quelques-uns qui lâchent prise. Matteo Sato ici. Ah, Cédric, un sprinter en moins. Oui, j'ai l'impression que Marcel Kittel, je l'aperçois au loin, est en difficulté. Il perd le contact tout simplement avec ce groupe. Ça va être quasiment impossible pour Marcel Kittel de revenir. Cette petite bosse a eu raison du sprinter allemand. Alors Tony, il a été renseigné par papa, hein, parce que papa est venu sur les... Bon, c'est pas très loin de chez lui. Donc papa est venu visiter les chemins, pour les pavés, les chemins de pierre calcaire. C'était Tony, hein, c'était Tony Galopin, on connaît son style. Et Geraint Thomas, comment il est facile? Oui. En deuxième position, il est facile. Hein. Ça s'étire de nouveau, mais bon, ça va peut-être se regrouper, on va voir. Oui, les sprinteurs ont reculé hein, dans cette difficulté, mais maintenant, à la faveur des virages et des freinages, ils vont pouvoir peut-être se repositionner. Mais voici Marcel Kittel qui a perdu quelques longueurs. Ouais. Ah bah c'est jamais bon parce qu'il faut revenir, on est à 3 bornes. 3 bornes hein. Ouais, faut revenir, après il faut récupérer un tout petit peu et puis l'effort pour le sprint, même si vous êtes un super fantastique sprinter, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Puis je sais pas, on peut pas encore parier sur un sprint hein, parce qu'il y en a quelques-uns, l'image de Tony Galopin qui ont des envies, qui ont des fourmis dans les jambes. Il y a Michael Matthews qui est là, hein, côté sprinter. Voilà, dès qu'il y a des bosses, il y a moins de sprinters, mais lui il est toujours là. Il court bien. Les jeunes, mais il court bien. Voilà cette fameuse porte de Vendôme. On rentre de nouveau dans Vendôme. 2 km 300 de l'arrivée. Tony Galopin en tête pour l'instant. Qui était il y a un an en position le dernier jour de remporter Paris-Nice. Et le contre-la-montre sur le col d'Aise, il n'y en a pas cette année. Donc voilà, ça lui a un peu resté en travers de la gorge. Et regardez, ça sort du côté des... L'Auto Jumbo, Tom Dumoulin qui est là en deuxième position. Et ça repart, ça ressort. Attention parce que là on est à moins de 2 km de l'arrivée. Il faut réagir tout de suite messieurs. Il faut réagir tout de suite. Avec l'accélération de Tuns. Il me semble que c'est Edouard Tuns, le coureur belge. Jeune talentueux coureur dans cette équipe Trek Zekafredo. Fait un trou, on a réagi assez vite. Et Nasser Bouhanni est là. Revenu, hein. Ouais, Nasser est en 5e position. Arnaud Desmar est juste derrière. Kittel, c'est fini. Ouais, ça y est, voilà un sprinter en moins. Marcel Kittel qui ne peut pas revenir dans le groupe. Ça ressort derrière Edouard Tuns, le coureur belge, le jeune coureur belge de l'équipe Trek Zekafredo. Allez, il faut se réorganiser, Nasser Bouhanni, il faut boucher le trou parce que le trou est fait quand même. Simon Geschke à gauche de la route. Je crois que c'est Cyril Lemoine qui fait l'effort là. Ouais, il a qu'un seul coéquipier, hein, il me semble, Nasser Bouhanni, donc c'est forcément je pense qu'il faut le mettre à non, je crois qu'il y a Arnold Jansson qui est là aussi. Il y a Geoffrey Soupe, je pense qu'ils étaient 4 hein, des Cofidis, mais bon, il y a une petite cassure, mais il semble qu'ils sont 3, non 1. Là en tête, je pense que c'est un Cofidis qui fait l'effort. Je pense que Nasser est en 3e position de ce groupe, mais bon, pour l'instant, on arrive à la flamme rouge et Edouard Tuns il résiste. Il résiste. Il n'est pas arrivé, hein. Il résiste, il se retourne et ça c'est pas bon signe. Il résiste mais ça revient parce qu'il y a un gros effort des coéquipiers de Nasser Bouhanni. Mais Michael Matthews est là aussi. Pour l'instant Tuns virage à gauche bien négocié. Peloton qui est très éparpillé encore. Voilà, il faut faire un effort là du côté... je ne sais pas si c'est Geoffrey Soupe qui est là pour faire l'effort alors qu'on est aux 300 mètres. Tuns toujours en tête. Travail des Cannondale. Regardez Michael Matthews bien placé. Nasser Bouhanni un tout petit peu loin. Nasser Bouhanni. Ouais, il est là. Non, il est là Nasser. Le voilà qui va être dans la roue d'Adrien Petit. Il est rejoint. Tuns rejoint Nasser Bouhanni ou Arnaud Desmar. Peut-être pour la première victoire française sur ce Paris-Nice. Nasser Bouhanni qui va passer dans un trou de souris. Et la victoire d'Arnaud Desmar. Arnaud Desmar, c'est une victoire française. C'était Desmar ou Bouhanni. Et c'est la victoire d'Arnaud Desmar aujourd'hui qui s'impose ici à Vendôme. Première victoire française sur ce Paris-Nice. Il a connu une année 2015 un petit peu compliquée, loin de ses objectifs. Sur les classiques, on sait qu'il est brillant. Je trouvais qu'il avait eu beaucoup de malheur, Arnaud Desmar. Il a décoincé son palmarès dès le mois de février. Et le coureur français, le Beauvaisien,
et qui a très bien placé ses chemins, ouais, en anglais. C'est pas du Picard, yes, hein, je vous rassure. Mais Non, Arnaud Desmar, regardez, qui a même le temps de lever les bras, lever de la victoire. Ça doit être 1 Desmar, 2 Bouhanni, 4 Adrien Petit. Pas mal quand même. Au nez et à la barbe du maillot jaune, Michael Matthews, qui reste bien sûr maillot jaune de ce Paris-Nice. Mais en tout cas, belle victoire française ici, et très belle image que ces bras levés en V d'Arnaud Desmar, le coureur français, champion du monde espoir. Hier, on a eu la victoire d'un champion du monde chez les espoirs, Michael Matthews. Eh bien, on rappellera qu'Arnaud Desmar a lui aussi été, en son temps, champion du monde chez les espoirs. Et une belle victoire. Les coureurs français sont là. Je ne sais même pas si Nasser Bouhanni fait 2. Ouais, je pense qu'il fait 2. Ouais, c'est Ben Swift hein, pour le Team Sky, le Britannique, qui était à la bagarre. Et Adrien Petit fait 4. 4 ou 5, hein. Il y a Matthews aussi dans le jeu. Ah, nous avons bien eu un sprint, hein, mais effectivement avec un peloton qui était quand même assez fortement diminué. Et vous savez, ce matin dans l'article de nos confrères de l'équipe, Arnaud Desmar disait un sprint oui, mais pas un sprint massif. Un petit groupe, il n'avait pas tort. Et bien Vendôme réussit aux coureurs français. En général, cette première étape sur Paris-Nice réussit assez bien aux coureurs français. Je me rappelle que Nasser Bouhanni en avait gagné une hein, sur Paris-Nice. Il avait été même en jaune avant de malheureusement goûter le bitume et abandonner. Ben Swift ici était parti de loin et Arnaud Desmar a senti que c'était le moment de lancer son sprint. Un petit peu mal placé, il a finalement fait un sprint puissant, comme il les fait souvent d'ailleurs. Ouais. Il a obligé Adrien Petit à se rasseoir sur la selle. Il a un petit peu coupé dans son élan le coureur. Il a fait beaucoup d'efforts Adrien Petit, on l'a souvent vu le nez dans le vent et ça lui a certainement manqué dans le final. Hein. Bon, c'est pas mal quand même. 3 Français, Français parmi les 4 premiers. Bon, Ben Swift est venu un petit peu nous embêter. Mais bon, 3 Français dans les 4 premiers, 3 sprinteurs, hein, parce que ce sont des sprinteurs. Hein. Arnaud Desmar, Nasser Bouhanni et Adrien Petit sont des sprinteurs. C'est bien parce que Arnaud et Adrien ont connu une année 2015 un petit peu difficile, voilà, pas par rapport à leur qualité, besoin d'un petit déclic et voilà, ils l'ont eu ce déclic. Ah, on revoit le final. Et Swift, il est parti loin. Hein. Ouais, Swift, il a senti qu'il fallait anticiper, les sprinters n'étaient pas dans la roue. Et Arnaud Desmar, voilà, ça c'est sa grande qualité, c'est cette vélocité qu'il a. Nasser a essayé de passer sous le bras, mais ça passait pas. Hein. Elle est belle cette image, regardez. Arnaud au milieu, Nasser à sa droite, donc à la gauche de l'écran, et Adrien Petit à droite de l'écran. Elle est belle cette image. Et derrière Michael Matthews, le leader de Paris-Nice. Allez faire du bien Arnaud, allez faire du bien. Je pense que voilà, il a quand même connu pas mal de malheurs sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, parce que c'est un très bon sprinter, on l'a vu dans sa vélocité aujourd'hui. Et c'est en plus quelqu'un qui aime les classiques comme le Tour des Flandres, comme Paris-Roubaix, et donc qui avec sa pointe de vitesse peut, s'il est dans le final, s'imposer. Donc voilà, aujourd'hui ça lui correspondait bien cette étape finalement. C'est juste, et quand on reprend j'aime bien moi regarder ce qui s'est passé la veille, quand on reprend le prologue d'hier, on se rend compte que Kittel avait terminé 38e, premier sprinter, bon on ne parle pas de Michael Matthews qui a gagné le prologue, mais Arnaud Desmar avait terminé 41e dans la même seconde que Marcel Kittel. Ça dénotait déjà quand même un bon niveau et surtout un bon état d'esprit. On le sentait libéré, bien dans sa tête, bien dans ses jambes, donc c'est pas une grosse surprise. Et il y en a un qui a confirmé aujourd'hui, on n'en a pas parlé, on n'a pas beaucoup vu, mais le néo-zélandais Patrick Bevin, la surprise hier du prologue, il termine 3e, le néo-zélandais, qui découvre le monde professionnel, en tout cas le World Tour, était encore dans le groupe, hein, il est toujours 3e du classement général. Alors il a pris 10 secondes de bonification à Arnaud, il avait 22 secondes de retard sur Michael Matthews. Plus les 2 secondes qu'a pris Matthews, ça fait 24, ouais. Moins 10, ça fait 14. Voilà.
parfaitement bien, monsieur le professeur en mathématiques. Donc il remonte aux alentours de la 15e place, Arnaud Desmar. Ouais, je crois que le plus important pour lui, c'est la victoire d'étape. Évidemment, oui. Ça lui fait du bien. Hein. Gagner sur Paris-Nice, Arnaud, moralement. Un sprinter a besoin voilà, d'être en confiance. Et quand on lève les bras sur une course prestigieuse comme celle-là, où il y a quand même au départ ce qui se fait pratiquement de mieux en matière de sprint, ça met en confiance et derrière les victoires sont plus faciles à engranger. Voilà, un sprinter qui doute, c'est jamais très bon. Et un sprinter qui est en confiance, c'est un sprinter qui récidive. Ah oui, parce que c'est déjà sa 3e victoire. La première, c'était alors par équipe dans le contre-la-montre sur la Méditerranéenne en février. Ensuite, il a gagné au sprint la 2e étape de la Méditerranéenne. Et là, il remporte la première étape de Paris-Nice. Et bien évidemment, le Beauvaisien, il a un grand sourire, Arnaud. Grand sourire pour Arnaud Desmar, le grand vainqueur du jour. Bravo, félicitations Arnaud, quelle belle victoire. Ouais, je suis super content. Voilà, c'était une journée difficile. On a eu des flocons de neige au début, donc c'était la course aux voitures pour se couvrir. Et puis après la course était lancée. Voilà, c'est vrai que c'était assez usant, vent de côté comme ça. Et puis là, les petits chemins à la fin, voilà, c'était pas forcément l'endroit le plus piégeux parce qu'on a vu qu'on était déjà arrivé en petit nombre devant. Et puis voilà. Après, je suis vraiment content parce que c'est une victoire que j'attends depuis longtemps. Une belle victoire comme ça sur Paris-Nice, c'est super. L'équipe a fait un bon travail, donc voilà, tout le monde a le sourire, c'est vraiment génial. C'est de bon augure pour la suite de Paris-Nice bien sûr, mais la suite de la saison avec un final comme celui-là, on pense évidemment au Tour des Flandres à Paris-Roubaix. C'était quand même un final un peu chaotique, ça fait du bien de vous voir à l'aise sur ce type de route. Ouais, c'est vrai que je me sentais bien. Après voilà, ça n'a rien à voir avec des pavés. C'est vrai que là, on peut tourner plus les jambes et être moins en force que sur les pavés. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une bonne jambe. J'ai fait un très bel hiver. L'équipe a fait un bel hiver. Et voilà, je me sens bien, je suis en forme. Donc je suis content de pouvoir le montrer, quoi. Merci et à demain. Ah, si c'est à la même place, Cédric, demain, c'est rassurant pour lui. Il a déjà fait mieux qu'en 2015. En 2015, finalement, il s'imposait que 2 fois, que 2 victoires, et 2 victoires sur le Tour de Belgique, c'est tout. Mais 2015, c'est vrai que c'était une saison un peu décevante pour Arnaud Desmar, qui avait beaucoup gagné la première année et qui s'est un peu tassé ensuite. Ah, il est 9e, mine de rien. On avait l'impression ah oui, parce qu'il y a des coureurs qui ont perdu, il est toujours à 14 secondes, mais il y a des coureurs qui ont perdu du terrain aujourd'hui, effectivement, on ne les a pas comptés ceux-là. Mais donc oui, 2015 c'était une saison où on a l'impression qu'il cherchait sa voie. Coureur de classique, sprinter, dans les sprints il était souvent dominé, dans les classiques il n'arrivait pas à percer. Donc finalement je reste convaincu que c'est un coureur qui peut gagner une grande classique, style Paris-Roubaix, Grand Wevelgem, des courses comme celle-là, qui sont à mon avis taillées pour lui, et ça reste néanmoins un sprinter redoutable, comme il en a fait la démonstration aujourd'hui. Et donc cette victoire, on le sent bien dans son sourire, il l'attendait, elle le met en confiance et elle risque d'en appeler d'autres. Voilà, on se satisfait de cette... en tout cas, voilà, c'est un grand bravo. Les coureurs français sont là. Arnaud Desmar, champion du monde sur route espoir, c'était en 2011. Arnaud Desmar, champion de France sur route en 2014, s'impose aujourd'hui à Vendôme. Voilà les rendez-vous pour la semaine. Rendez-vous donc demain à 16h10 pour cette 2e étape. Elle est longue, c'est la plus longue, 213 km 500 entre Contres et Commentry. À demain pour la 2e étape de Paris-Nice. Bonne fin d'après-midi sur France 3. Merci, au revoir.